Bonsoir, je voudrais donner la bienvenue à tous et toutes les participants à cette conférence sur les droits humains face au Covid-19, qui est organisée par le Cercle Minerve. Alors, je voudrais aussi remercier le Cercle Minerve pour l'invitation à partager une réflexion sur les droits de l'homme, sur les droits humains dans le contexte marqué par la pandémie Covid-19. Je voudrais me présenter tout d'abord. Je suis Luis Mora, je suis le représentant de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour présenter UNFPA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est une agence des Nations Unies, du système de Nations Unies qui a été créé en 1969 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça veut dire que c'est un organisme, c'est une entité intergouvernementale. L'UNFPA travaille au Maroc depuis 1975, ça veut dire il y a 45 ans que l'UNFPA a commencé ses activités en partenariat avec le gouvernement marocain ici dans le pays, dans le royaume, et aussi en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales, mais aussi les organisations de la société civile. C'est une organisation qui travaille dans plus de 150 pays autour du monde, dans la collecte des données démographiques, à mener, à même de comprendre leurs tendances, les tendances démographiques au niveau global, au niveau régional et au niveau national, mais aussi appuyer les entités, les départements gouvernementaux pour développer des politiques permettant d'assurer un développement durable et inclusif. L'UNFPA est aussi une agence qui travaille davantage dans le domaine de la santé pour protéger les droits de chacun, et en particulier les droits des femmes, et en ce qui concerne la prévention de la mortalité maternelle et l'accès à la planification familiale et aussi l'accès à l'éducation, à l'information et aux services de santé, en particulier de santé sexuelle et reproductive. Pour UNFPA, tout ce qui est le travail en matière de droits humains et en particulier les droits des femmes et des filles, c'est une priorité de l'agenda de travail de UNFPA, y compris aussi le travail avec les jeunes, avec la jeunesse, pour les aider à prendre aussi part aux décisions qui le concernent et renforcer leur capacité à faire progresser leurs droits fondamentaux et aussi les questions de développement. Et dans ce contexte-là, je voudrais juste donner quelques informations préliminaires de cette présentation que je veux faire, et juste pour dire que c'est plutôt une réflexion, une invitation aussi à la réflexion et au dialogue, et en particulier en ce qui concerne, comme je viens de dire, le lien entre les droits humains et l'actuelle pandémie du Covid-19. Je voudrais commencer, je voudrais partager quelques réflexions des certains philosophes qui pourraient aussi nous aider à mieux comprendre, à s'interroger davantage sur la situation qu'on est en train de
à laquelle on est en train de faire face au niveau mondial actuellement, et aussi de partager je dirais des réflexions, mais aussi de propositions en ce qui concerne comment regarder, comment s'approcher de l'analyse et aussi de la réponse, de la riposte à la pandémie d'un point de vue, d'une perspective, avec une perspective des droits humains. Je voudrais commencer par dire que la pandémie nous interroge de plusieurs façons et nous mène à mener, je dirais, ou bien à faire plusieurs réflexions. Tout d'abord, elle nous interroge sur nous-mêmes en tant que société, en tant que système d'organisation sociale, pas seulement le système sanitaire, mais aussi le système économique, social, et voilà, le système en général en tant que société. Et aussi, elle nous interroge sur nos principes et nos valeurs. Je pense qu'elle nous interroge aussi en tant qu'individu, pas seulement en tant que société, en tant que système d'organisation sociale, mais aussi en tant qu'individu. Et à travers ces interrogations individuelles, mais aussi du point de vue collectif, je pense qu'elle est en train aussi de nous poser des questions fondamentales qui sont aussi des questions historiques que la réflexion philosophique a fait. Alors dans ce sens-là, je voudrais juste partager quelques réflexions, je dirais à la lumière de deux philosophes que je choisis comme référence et que je pense qu'il apporte aussi quelques lumières et aussi quelques interrogations pour interpréter la situation actuelle. Et après, je vais essayer de faire les liens entre ces réflexions philosophiques des philosophes assez connus, je vais les nommer bientôt, et aussi le cadre le cadre des droits humains qui a été développé par les Nations Unies et qui fait partie aussi du cadre universel des droits de l'homme, des droits humains, auxquels la plupart des pays du monde se sont associés. Et en ce qui concerne cette première réflexion à la lumière des réflexions des philosophes, je choisis deux philosophes qui, selon mon avis, pourraient nous aider aussi à mieux comprendre, à mieux interpréter cette situation actuelle. Tout d'abord, c'est le cas d'une philosophe que j'imagine que la plupart de vous connaissez très bien, c'est le cas de Hannah Arendt, la philosophe juive, d'origine juive et allemande, et qui, à travers ses travaux, elle nous a, je dirais, questionné, il nous a mené à nous interroger sur quelles sont les priorités au niveau social, comment définir les priorités au niveau social à travers une interprétation qu'il a fait du travail, que je trouve très intéressante et qu'on peut appliquer à la situation actuelle de la pandémie. Pour Arendt, le travail est composé de trois sphères. Ce qu'elle appelle le travail, labor, c'est le terme anglais qu'elle utilise. Le travail, en français, il n'y a pas une autre traduction, mais en anglais, le terme serait work, et l'action, action, en anglais aussi. D'après Arendt, le premier de ce terme, de ces définitions,
fait référence aux activités biologiques naturelles qui nous permettent la survie de l'espèce et notre continuité dans le temps. Mais ce sont des activités qui ne sont pas durables, puisqu'elles sont épuisées au moment où elles sont réalisées et consommées. Cependant, elle nous dit que ces activités essentielles, ce travail essentiel est le plus important, car sans ces activités, nous ne pourrions pas vivre. La deuxième définition, le travail en français, le work en anglais, est celui qui produit une série de résultats finis ou bien d'objets qui sont destinés à durer dans le temps. Pour donner un exemple très très concret, ça serait par exemple la construction d'une maison ou bien l'utilisation des instruments pour effectuer une autre série d'activités. Le travail, c'est deuxième concept de travail, c'est celui qui fournit, qui crée un monde qu'elle définit comme un monde artificiel de choses, clairement d'instant de toutes les circonstances naturelles. Dans ces limites, il abrite chacune de vie individuelle, tandis que ce monde survit et les transcende tout. Ce sont des activités normalement perdurables. Et cette troisième sphère qu'elle définit comme action, vie active, et qui n'est rien de plus que l'activité qui se produit dans l'espace artificiel créé par le travail et par lequel les êtres humains, parlent et décident de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, c'est la prise, on pourrait dire de façon très très concrète, du parti, non, d'une participation à la chose politique, à la chose sociale, à la collectivité. Comment ce concept pourrait se combiner avec le temps actuel? Comment on pourrait regarder la situation de la pandémie actuelle à travers cette réflexion philosophique de Hannah Arendt? Je pense que elle nous interpelle bien cette réflexion nous interpelle dans le sens même de la société actuelle. Et aussi, elle nous interpelle en ce qui concerne la base et les activités essentielles. Non ? Dans la pandémie actuelle, on a vu comment tous les pays affectés par la pandémie, soit qu'il se soit par de milliers de cas ou bien par de centaines de cas, tous les pays ont décidé, ou la plupart des pays, ont décidé de passer en situation de confinement. Dans ces situations de confinement, ils ont dû identifier quelles sont les activités essentielles. Et je pense que cette décision pour moi, ça nous fait aussi nous interroger sur cette première définition de Hannah Arendt en ce qui concerne l'essentiel. Quelles sont les activités essentielles dans une société? Et ce sont des activités, beaucoup de fois, liées au travail, par exemple, des femmes. Ce sont des activités quotidiennes, des activités qui, par la plupart des fois, ne sont pas rémunérées, ne sont pas valorisées, et ce sont des activités qui, en même temps, sont l'épine dorsale et sont le pilier de la survie de n'importe quelle société, n'importe quelle communauté et n'importe quelle famille et groupe. Alors,
je pense que la pensée, la contribution d'Hannah Arendt du point de vue philosophique nous fait énormément de sens dans les situations actuelles, car on voit que ces activités qui dans la plupart des fois avaient été négligées ou bien non valorisées, comme c'est le cas par exemple du travail des soins des autres, le travail qui font les infirmières, qui fait le personnel de santé, qui font le petit travail, mais qui en même temps constitue la base de société. Alors je pense que cette réflexion philosophique à la lumière de la pensée de Hannah Arendt et je dirais appliquée à la situation actuelle du Covid-19 devrait nous faire nous interroger sur l'importance de ce travail essentiel, de ce travail qui est fait, comme je viens de dire, par beaucoup de fois par les femmes dans les foyers ou bien par des secteurs comme le secteur santé qui est énormément féminisé. Et dans certains pays, en particulier dans les pays développés, on a pu aussi faire le lien entre ces travails essentiels en matière de santé et le fait que, je dirais de façon paradoxale, et dans beaucoup de pays développés, la plupart de ces pays, de ces travails essentiels, en particulier le travail en matière de soins de santé, est fait par des étrangers, par des migrants. Alors, comment regarder, je pense que c'est une interrogation énormément importante en ce qui concerne quelles sont les priorités au niveau social et quels sont les travaux essentiels qui constituent la base de n'importe quelle construction sociale, sociétale, de n'importe quelle économie, de n'importe quelle, communauté. Et comment, dans le parcours, dans l'évolution de nos sociétés, beaucoup de fois, ce travail, on était relégué, négligé, et on ne les valorise pas dans la mesure de l'importance de ce travail que, dans le cas dans la situation actuelle, est en train de se faire évident. Alors, je voudrais passer aussi à une autre réflexion d'un autre philosophe, un philosophe qui est plus récent, que peut-être parmi vous, il y a, je ne sais pas, plusieurs parmi vous que le connaissez. C'est un philosophe que pour moi c'est extrêmement intéressant. C'est un philosophe d'origine sud-coréenne, mais qui est basé, qui enseigne en allemand. C'est le cas de Byung-Chul Han. Je pense que les éléments de sa réflexion nous aident aussi à interpréter d'une autre perspective, la situation actuelle et qui est aussi complémentaire de la réflexion philosophique de Hannah Arendt. Et Byung-Chul Han, il nous parle il montre comment toutes les époques historiques ont des maladies emblématiques. Et il montre à travers sa réflexion philosophique que, en ce qui concerne par rapport au XXe siècle, c'était une époque caractérisée par les maladies bactériennes ou virales. Et que on avait transitionné au cours de dernières décennies
à une époque qui était plutôt caractérisée par les maladies neuronales. On pourrait dire que l'arrivée du Covid-19 montrerait que le philosophe se trompait, car on fait face à une maladie bactérienne, à une maladie virale. Mais je pense que son analyse est quand même intéressant dans le sens que il nous montre comment cette transition des sociétés où les maladies emblématiques étaient des maladies bactériennes ou virales à des sociétés où ce sont les maladies neuronales qui ont une importance majeure, il nous montre aussi comment dans le cas actuel du Covid, la réaction de ces sociétés, en particulier les sociétés développées, est une réaction qui est enracinée sur je dirais, cette difficulté contemporaine et cet contexte contemporain où on croyait qu'on avait dépassé à travers les transformations scientifiques, économiques et sociales, on avait, d'une façon ou d'une autre, on avait dépassé en temps caractérisé par l'existence des ennemis externes, non, des ennemis externes qui s'est manifesté à travers, comme je viens de dire, des maladies bactériennes ou virales. Il nous parle que, je répète, son analyse se penche surtout sur les sociétés développées, les sociétés post-modernes. Il nous parle que ce sont des sociétés où caractérisées par la disparition de l'autre et par la disparition de la différence. Et c'est aussi, il associe cette situation à une abondance excessive de tout, qui mène à une présence aussi excessive des maladies internes. Non? Le virus, la bactérie, c'est un ennemi externe. Tandis que, d'après son analyse, la situation dans les sociétés postmodernes est plutôt l'existence des ennemis internes qui mènent à une existence aussi, une augmentation de maladies mentales comme la dépression. Il fait une analyse transitionnelle, je dirais, entre ce qu'il définit comme une société ou bien des sociétés de la discipline vers des sociétés de la performance, où les habitants de ces sociétés postmodernes ont passé d'être des sujets d'obéissance à des sujets de performance qui doivent maximiser la production. L'inconscience sociale est passée du devoir au pouvoir. Et ce sont des sociétés qui ont créé, d'après lui, ce qu'il appelle des animal laborants, qui travaillent tout le temps et qui habitent dans des sociétés qui ont perdu leurs croyances et dans lesquelles la vie devient un phénomène éphémère et qui conduit à ce qu'il appelle des sociétés de la fatigue. Bon, des sociétés qui sont fatiguées d'avoir ou bien de poursuivre une performance extrême dans tout le domaine, soit que ce soit le travail, soit que ce soit la santé, etc. Et que finalement, les maladies, je dirais, prioritaires ou bien que se développent dans des sociétés caractérisées
voilà, ces traits sont des maladies mentales, y compris la dépression. Alors comment je dirais analyser aussi à la lumière de cette réflexion sur les sociétés postmodernes, qui en plus ce sont les sociétés qui ont été affectées le plus par le Covid, comment analyser la réponse de ces sociétés à la lumière de cette réflexion philosophique. Et je reviens aussi à l'analyse de Arendt, dans le sens qu'elle nous menait à comprendre quels sont les services essentiels, quels sont les travaux essentiels au niveau social. Et elle nous interrogeait aussi sur les priorités essentielles au niveau social. Dans le cas de ces philosophes, je pense que ce qu'il nous apporte, c'est comment interpréter la réaction des sociétés postmodernes qui ont été affectées le plus par le virus à la lumière de cette réflexion. Et il nous dit aussi que c'est à cause de traits ou bien de caractéristiques de ces sociétés qui contrôlent ou qui croyaient avoir arrivé à un stade de contrôle du développement économique, social, sanitaire, etc., que le virus a éclaté de façon imprévue et qui a provoqué une panique. Une panique qui, à travers laquelle l'ennemi, cet ennemi externe, est apparu à nouveau. Un ennemi que ça faisait longtemps qu'il n'était pas pressant. Que dans des sociétés que, au cours de dernières, je dirais, 6-7 décennies, étaient des sociétés qui n'avaient pas fait face soit à des conflits armés, à des conflits majeurs au niveau social, ou bien, dans la plupart des fois même, à des conflits ou des catastrophes naturelles. La panique excessive à la lumière du virus est une réaction immunitaire sociale, il nous dit, voire mondiale, au nouvel ennemi. Et cette réaction immunitaire est si violente parce que nous vivons, ou ces sociétés vivent depuis longtemps dans une société ou dans des sociétés sans ennemis. Et maintenant, le virus est perçu comme une terreur permanente. Et en même temps, il nous dit quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, que c'est que dans des sociétés postmodernes qui sont, je dirais, où il y a une apathie généralisée envers la réalité, et il apparaît quelque chose comme le virus qui devient concret, réel, et qui devient une menace externe à la vie des citoyens. C'est donc ici un vrai virus, et non un virus informatique, non un fake news, qui provoque une commotion généralisée. La réalité à laquelle ces sociétés résistaient devient à nouveau perceptible sous la forme d'un virus ennemi. Et la réaction de panique violente exagérée au virus s'explique, selon lui, par ces chocs face à une réalité nouvelle dans des sociétés qui n'étaient pas habituées à ça. Il mène cette réflexion, je dirais même, au-delà de la panique individuelle,
et qui devient aussi une panique sociétale et une panique de marché financier face à l'épidémie. Il y a même des chercheurs, des écrivains, des philosophes qui parlent de la fin du système capitaliste, non? Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans ces réflexions, mais je trouve que c'est que le philosophe sud-coréen nous apporte, c'est ces liens entre comment l'évolution des sociétés postmodernes et la réaction face au virus. Et je voudrais ajouter quelque chose, que, en particulier dans des sociétés postmodernes, où une question ou bien, je dirais, une expérience qui est inhérente à l'être humain, comme la mort, et qui avait été, je dirais, qui est caché, qui devient aussi un tabou au niveau social, au niveau individuel, devient semé dans la première ligne. Et tout d'un coup, c'est que je dirais, les individus et les sociétés, par rapport à une réalité qui est dans beaucoup d'autres régions, dans beaucoup d'autres pays, je dirais dans des situations socio-économiques moins favorables, c'est une réalité quotidienne. Alors, je voudrais passer maintenant après cette réflexion à la lumière de deux philosophes que je pense, au moins pour moi, du point de vue personnel, m'apportent des éléments pour mieux comprendre, bien, je dirais pour mieux analyser la situation. Je voudrais aussi passer à une analyse, une réflexion additionnelle sur le Covid-19 à la lumière des droits humains. Non? Je pense que ces deux philosophes, d'une façon ou de l'autre, ou d'une autre, je dirais, nous invitent aussi à cette réflexion et à établir ces liens avec les droits humains. Tout d'abord, je pense que la première réflexion concernant le Covid et les droits humains devrait se placer sur l'analyse sociétale et l'analyse de système, soit que ce soit de systèmes sanitaires, de systèmes politiques, des systèmes sociaux qui sont en train de faire face à la pandémie. En effet, le Covid est en train de tester nos systèmes sanitaires, mais au-delà de systèmes sanitaires, est aussi en train de tester nos systèmes politiques, sociaux, sécuritaires. Et en particulier, je dirais, notre système en matière de droits humains dans plusieurs dimensions. Là, il y a eu, et je partage seulement, il y a eu des réflexions des chercheurs, des penseurs sur la réaction des différents États à la pandémie. Il y a eu, je dirais, de réflexions dans le sens que certains États qu'on considère garants des droits humains, ce sont des États qui auraient eu des difficultés pour répondre de façon plus efficace à la pandémie et contrôler la pandémie. Il y a eu des questions aussi sur du point de vue des droits humains, du point de vue des mesures prises par la plupart d'États en ce qui concerne aussi la fermeture des frontières. On sait, je dirais, avec deux approches différentes. Tout d'abord, une approche qui considère que cette fermeture est nécessaire, c'est la seule façon de faire face
et de stopper, d'arrêter la pandémie, mais aussi que dans certains cas, comment les États ont pris des décisions en ce qui concerne la fermeture des frontières ou bien la fermeture en ce qui concerne la mobilité des populations et même dans des situations où ses propres populations étaient les plus affectées par la pandémie. Non? Alors comment il y a des réponses qui sont différentes face à la situation dans des États différents, avec des compréhensions et des pratiques différentes en matière des droits humains. Et dans ces cas-là, du point de vue des Nations Unies, je voudrais partager une analyse de la réponse en matière des droits humains. Du point de vue des Nations Unies, le fait de mettre les gens au centre de la réponse, de l'analyse et de la réponse à la pandémie, c'est le pilier, c'est la base pour n'importe quelle analyse ou bien réflexion sur les droits humains. Les droits humains sont essentiels pour façonner la riposte à la pandémie, tant pour l'urgence de santé publique, en matière de santé publique, que pour son impact plus large sur la vie et les moyens de subsistance des personnes. Les droits humains placent les personnes, les individus au centre de la scène et aussi des décisions en matière de politique publique. Et leurs réponses qui sont façonnées par les droits humains et le respect se traduisent par de meilleurs résultats pour vaincre la pandémie, assurer des soins de santé à tous et préserver la dignité humaine. Je pense que là, il y a une réflexion et une action qui est particulièrement importante du point de vue des droits humains, que c'est celle d'assurer, de garantir l'attention sur ceux qui souffrent le plus, sur les populations qui souffrent le plus. D'après l'analyse des Nations Unies, il y a 3 droits qui sont en première ligne dans la pandémie actuelle. Comme vous savez, les droits humains en tant que tels sont pas divisibles. Alors on peut pas, ça veut pas dire que il y a des droits qui sont plus importants que d'autres. Mais il y a 3 droits qui sont accompagnés bien sûr d'autres droits, mais qui sont à la base de l'analyse et de la réponse. Tout d'abord, le droit à la vie et le droit de devoir protéger la vie. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est à la base de n'importe quelle réponse, analyse, réponse, action en matière de Covid, avec une perspective des droits humains. Nous combattons le Covid pour protéger la vie de tous les êtres humains. L'invocation du droit à la vie nous rappelle que tous les États ont le devoir de protéger la vie humaine, notamment en s'attaquant aux conditions générales de la société qui menacent directement la vie, et que les États sont appelés à déployer des efforts extraordinaires pour y parvenir. Et cela doit rester le principal objectif. Et la plupart des États, je pense, ont essayé de répondre à ces droits à la vie et à ces devoirs de protéger la vie. Il y a un deuxième droit qui est fondamental, c'est le droit à la santé. Et à travers le droit à la santé, le droit à l'accès aux soins de santé. Le droit à la santé est inhérent au droit à la vie. Et le Covid-19 teste à la limite la capacité des États à protéger
le droit à la santé. Tout être humain a droit à la jouissance du meilleur état de santé, susceptible de mener une vie digne. Chacun, quel que soit son statut social ou économique, devrait avoir accès aux soins de santé dont il a besoin. Et je pense que le Covid, la situation actuelle, est en train de nous faire réfléchir sur l'état actuel de ce droit. On sait qu'il y a une partie importante de pays qui, au cours de dernières décennies, ont, pris de décisions majeures en ce qui concerne l'investissement public en matière de santé. En effet, on peut parler, d'après les analyses des institutions globales, quoi que ce soit en matière sanitaire, économique, financière, il y a eu au cours des dernières années une sous-investissement historique dans le système de santé qui a affaibli, soit que ce soit dans le pays développé, mais aussi le pays sous-développé, dans plusieurs cas, a affaibli la capacité de répondre à cette pandémie et de fournir d'autres services de santé essentiels. Alors le Covid met sur la table une question qui est essentielle quand il s'agit du droit à la santé et aux soins en matière de santé, et c'est la couverture sanitaire universelle, et qui est un devoir et un impératif, qui a été validé par les instruments, par le cadre de développement des Nations Unies et par tous les États membres des Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030. Mais ces couvertures sanitaires universelles deviennent, de plus en plus davantage importantes dans les cadres de la riposte au Covid. Ce sont les États dotés de systèmes de santé solides et résilients, ceux qui sont mieux placés ou équipés pour répondre aux crises sanitaires. Partout dans le monde, les systèmes de santé sont en train actuellement de s'étirer et certains risquent même de s'effondrer. La couverture sanitaire universelle est à la base de systèmes de santé solides et résilients et qui atteignent aussi les personnes les plus vulnérables. Des systèmes de santé, des soins de santé universels et abordables aident à lutter contre la pandémie et garantissent l'accès de tous, sans discrimination, aux mesures qui contiennent la propagation du virus. Et maintenant, je voudrais passer au troisième droit fondamental, qui est le droit à la liberté de mouvement. Dans une situation comme l'actuelle, non? Et contrôler les virus et protéger les droits à la vie, comme on vient de dire, signifie aussi rompre la chaîne de l'infection. Et les gens doivent cesser de bouger et d'interagir les uns avec les autres. La mesure de santé publique la plus courante prise par les États contre le virus a été de restreindre la liberté de circulation, ce qu'on appelle le confinement. Et cette mesure est une mesure pratique et nécessaire, très importante pour arrêter la transmission du virus, éviter que le service de santé ne soit débordé et ainsi sauver des vies. En même temps, il faut comprendre que l'impact de restrictions sur l'emploi, les moyens de subsistance, l'accès aux services, y compris les soins de santé, la nourriture, l'eau, l'éducation et les services sociaux, la sécurité au domicile, un niveau de vie adéquat et la vie de famille peut être affecté par cette mesure. Comme le monde le découvre, la liberté de circulation est aussi un droit crucial
qui facilite la jouissance de nombreux autres droits. Alors, le droit international autorise cette restriction à la liberté de circulation, notamment pour des raisons de sécurité et d'urgence nationale, comme ce sont les urgences sanitaires. En même temps, il faut voir comment accompagner ces restrictions d'autres mesures qui puissent alléger les souffrances de la population et aussi leur accès à des services de base. Pour finaliser, je voudrais juste m'épancher ou bien me focaliser sur 6 messages clés quand il s'agit de l'analyse de la réponse au Covid en intégrant une approche des droits humains. Le premier message, c'est que protéger la vie des gens est la priorité. Et je viens de le dire quand je parlais de droit à la vie comme le premier droit à tenir en considération. En même temps, si protéger la vie des gens est la priorité, la protection des moyens de vie et de subsistance des gens est aussi très important, extrêmement important. Nous devons faire face à l'impact économique et social parallèlement à la réponse de santé publique. Alors l'accent doit être mis à juste titre sur le sauvetage des vies pour lesquelles l'accès universel aux soins de santé est impératif, mais en même temps la crise sanitaire a déclenché une crise économique et sociale qui frappe durement les individus, les familles et les communautés. Alors de mettre en place des mesures, des actions, des interventions pour faire face à cette situation est aussi prioritaire. Le deuxième message, c'est lié au fait que les virus ne fait pas de discrimination. Le virus en tant que tel n'est pas discriminatoire, mais ses impacts le sont. Alors qu'il faut comprendre que on peut pas laisser personne pour compte, en particulier les populations les plus vulnérables en ce qui concerne par rapport à la réponse au Covid. Les réponses doivent être inclusives, équitables et universelles. Si le virus persiste dans une communauté, il demeure une menace pour toutes les communautés. Il semble que le virus et son impact affectent de manière disproportionnée certaines communautés, mettant en évidence les inégalités structurelles sous-jacentes et la discrimination. Et ça, on l'a vu dans certains pays où des communautés ethniques, des communautés socio-économiques, etc., ont été affectées davantage par le virus. Le troisième message, c'est la participation citoyenne est très importante et cruciale pour fournir des réponses ouvertes, transparentes et responsables. Pour lutter de façon efficace contre la pandémie, nous devons faire tous partie de la riposte. Pour participer efficacement à la riposte, les citoyens doivent être informés, doivent être impliqués dans les décisions qui les concernent et veiller à que toutes les mesures prises soient nécessaires, raisonnables et proportionnées pour combattre le virus et sauver des vies. Alors l'approche participatoire dans n'importe quelle initiative, intervention liée aux droits humains devient encore plus importante en ce qui concerne la riposte au Covid. Le quatrième message se lié au fait que la menace est les virus, pas les gens.
Les mesures d'urgence et de sécurité, si nécessaire, doivent être temporaires, proportionnées et destinées à protéger les personnes. Ça veut dire que la meilleure réponse est celle qui vise à répondre proportionnellement aux menaces immédiates tout en protégeant les droits des citoyens dans le cadre de, comme je viens de dire, l'accès aux services, etc. Le cinquième message, c'est un message lié au fait que aucun pays ne peut battre le virus seul. Le menace mondiale nécessite de réponses mondiales. La solidarité internationale est essentielle dans la réponse mondiale. Et aucun pays ne pourra battre seul, et certains pays sont mieux équipés pour répondre que d'autres. Comme je viens de dire, ces pays, de fois, qui ont des systèmes plus performants, soit en matière sanitaire, etc., sont mieux placés et peuvent aider à d'autres pays qui sont moins bien placés. Le monde ne peut pas se permettre qu'un seul pays soit laissé pour compte si le virus est vaincu. Et je pense que je voudrais partager, pour clore mon intervention, le sixième message. Et je pense que c'est un message d'espoir et c'est un message en ce qui concerne l'avenir. Le virus est arrivé pour rester. On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, pendant cette courte période qu'on nous sait, a fait de ravages tout à fait imprévus, de ravages au niveau sanitaire, de ravages en matière économique, sociale, etc. Alors ce sixième message concerne comment, à travers les leçons tirées qu'on va avoir de cette pandémie, on peut renforcer l'agenda des droits humains dans l'avenir. Comment la façon dont nous réagissons maintenant peut nous aider à façonner l'avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est un message qui veille à ne pas, je dirais, à pas seulement se concentrer sur la crise immédiate, mais aussi avoir une réponse de long terme tout en planifiant nos réponses à court terme. La crise révèle des faiblesses, soit au niveau global, régional, national, local, dans la manière dont le service public, les sociétés sont fournies et préparées pour répondre à une situation pareille. Mais elle révèle aussi les inégalités socio-économiques, les inégalités de genre, les inégalités ethniques, les inégalités en matière d'éducation, d'accès. Alors ça nous donne l'opportunité, après le Covid, une fois cette crise est passée, de reconstruire des sociétés qui sont plus égalitaires, qui sont, qui sont en mesure d'assurer les droits humains et d'être mieux préparés pour l'avenir dans des contextes de crise, soit que ce soit des crises sanitaires ou bien d'autres. Je veux m'arrêter là-bas. Je voudrais encore vous remercier pour votre participation et pour votre assistance. Et je reste à l'écoute s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, s'il y a d'autres interventions ou bien des avis des participants qui voudraient le partager avec le reste des collègues qui se sont connectés. Alors je pense que je vais arrêter
les live vidéos. Et voilà, l'échange s'ouvre. Je vous invite soit à travers cette plateforme, soit à travers d'autres plateformes, car l'UNFPI va aussi disséminer cette intervention, de enrichir la discussion. Ce sont, comme je viens de dire, des éléments juste de réflexion, des éléments d'une réflexion à travers aussi, je dirais, un regard philosophique. Je pense que la philosophie aussi a beaucoup à nous apporter en ce qui concerne la compréhension de cette situation, mais aussi un regard qui parte de l'engagement du système des Nations Unies en matière des droits humains et aussi en ce qui concerne la réponse au Covid. Alors je m'arrête là-bas, merci, shukran, et comme je viens de dire, on peut ouvrir voilà la participation. Merci.